Tout d'abord, à ceux qui suivent ce cycle d'enseignement d'été sur les origines des mantras secrets, à la communauté des vénérables, hommes et femmes, aux maîtres, amis du Dharma, ainsi que tous les amis du Dharma qui ont foi dans les enseignements. Je vous adresse mes salutations empreintes de bon augure. Donc aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée d'enseignement pour cette année. On va continuer l'enseignement de la dernière fois sur les 4 points inacceptables. Donc pour développer ce sujet, donc c'était le plan qu'on avait utilisé la dernière fois. Tout d'abord, le premier point portant sur le contexte. Deuxième, concernant l'incident même. Le troisième point sur l'établissement du conseil. Donc, ces 3 premiers points, on les a abordés la session d'avant. Aujourd'hui, on va aborder le 4e point qui porte sur la comparaison de ces 10 points inacceptables suivant la source pali et tibétaine. Alors ces 10 points inacceptables, donc là on parle de 2 sources, mais d'une façon plus large. Il y a d'autres sources. Et donc dans les différentes formes de Vinaya, on retrouve ces 10 points dits inacceptables. Mais compte tenu de la contrainte de temps, on va se concentrer principalement sur le, le Vinaya de la tradition du Theravada Kantaka et celle de la tradition Mula Sarvastivada. Donc, principalement sur ces 2 sources, on va un peu creuser le sujet. Donc, vous voyez sur ce tableau, donc sur la colonne de gauche, c'est la tradition Theravada Kantaka, donc, qui est basée sur les textes en pali. Et puis, la colonne de droite, c'est celle qu'on retrouve dans le Mula Sarvastivada, donc traduit en tibétain. Et notamment donc, dans les sutras traitant des règles mineures. Et là, les numéros donnent en fait chacun des 10 points dits inacceptables. Et là, ainsi, en suivant les lignes, on peut comparer les 2 versions. Et on va aborder point par point donc ces 2 versions. Et donc tout d'abord, donc le premier des 10 points inacceptables, porte sur la légalité ou le droit d'avoir du sel sur soi. Alors dans la version Pali, ce qu'il est dit, c'est en fait la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est autorisé, est-ce qu'il est acceptable d'avoir du sel sur soi? Par exemple, notamment de pouvoir le concerner dans une corne. De sorte que l'on puisse avoir du sel dans des circonstances où il n'y a pas de sel. Alors, le point important ici, c'est que dans le Vinaya,
la règle principale est que le moine ne doit consommer que la nourriture qu'il reçoit en offrande le jour même. Donc il n'est pas autorisé à emmagasiner de la nourriture. Donc ce qu'il reçoit en offrande un jour, il ne peut pas le garder pour le manger le jour suivant, par exemple. Donc il y a c'est une transgression qui est explicite dans les règles du Vinaya. Mais cependant, le sel, c'est une substance qui est particulièrement importante, notamment pour le corps. Le corps ne peut pas se passer complètement de sel. Notamment les scientifiques de nos jours l'expliquent bien. Et par conséquent, compte tenu de la nécessité qu'on a d'avoir un peu de sel dans notre alimentation, donc il se trouve que à l'époque, dans certaines régions notamment, le sel, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver facilement. Et par conséquent, compte tenu de la difficulté dans certaines régions de pouvoir s'approprier, trouver du sel, donc certains ont émis donc cet assouplissement de règles, particulièrement par rapport au sel. Donc le fait de savoir s'il n'était pas possible de pouvoir avoir un peu sur soi du sel en cas de besoin. Là-dessus, concernant les moines de la région de Vaisali, il est difficile de savoir si eux en particulier, donc dans cette région où les moines avaient un peu l'esprit ouvert, étaient un peu plus relax sur les règles monastiques, est-ce que dans cette région en particulier, il était difficile de se procurer du sel? Autrement, d'une façon plus générale, on peut penser qu'il est probable que le Bouddha, de son vivant, s'il avait à traiter ce sujet concernant des régions où il était difficile de trouver du sel, il est probable, on peut penser qu'il est probable que le Bouddha aurait donné l'autorisation. De la même façon qu'il a donné l'autorisation d'emmagasiner certains médicaments pour des personnes qui en ont besoin pour toute leur vie. Donc même si, d'une façon générale, le fait d'emmagasiner de la nourriture n'est pas autorisé, le Bouddha a fait des exceptions et sur donc cette façon de procéder, on peut donc penser que c'est quelque chose d'envisageable. Ensuite, le deuxième point, ensuite, c'est porté sur la règle des 2 doigts, comme on a évoqué la dernière fois. Alors, dans les 2 versions, l'ordre est différent. Ça veut dire dans le texte Pali, il est en 2e. Dans le texte tibétain, on le trouve dans un autre ordre. Mais là, on les a alignés pour que ça soit facile. Mais dans les textes originaux, l'ordre est différent. Alors, dans la version Pali, cette règle des 2 doigts, en fait, elle est là pour déterminer jusqu'à quel moment on peut manger. C'est-à-dire, donc les doigts placés d'une certaine façon permettent de définir par l'ombre à quel moment de la fin de la matinée ou vers le midi, à quel moment du midi on peut encore manger de la nourriture. C'est-à-dire donc déterminer vraiment le moment, le début d'après-midi, le moment début d'après-midi où le moine n'est plus autorisé à manger de la nourriture. Donc, dans la règle tibétaine, la formulation est différente. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas de ces règles des 2 doigts pour déterminer le moment
où le moine n'est plus autorisé à manger, mais cette règle, elle est là pour, dans le Vinaya Mulasarvasiddha, et en fait de déterminer s'il est autorisé pour un moine dans l'après-midi on dit manger des restes, c'est-à-dire de pouvoir, dans certaines circonstances, consommer de la nourriture alors qu'il a déjà eu son repas de midi. Alors, pour plus expliquer cela, d'une façon générale, un moine, par exemple, qui mange son repas de midi, et là, il a bien mangé, et donc, à partir de ce moment-là, on parle, lorsqu'il reste de la nourriture, on parle donc des restes. Et donc, un moine, à partir du moment où il pense qu'il a bien suffisamment mangé et qu'il se lève de table, donc cela marque le fait qu'il n'a plus le droit de manger par la suite, puisqu'il s'est levé de table. Mais par exemple, il se peut qu'après qu'il soit levé de table, des bienfaiteurs viennent lui offrir des choses, dont notamment de la nourriture. Et à ce moment-là, le moine, donc s'il suit bien les règles, il va dire non, je ne peux plus manger, j'ai eu mon repas, donc toutes ces nourritures, ces fruits que vous m'apportez, je ne peux pas les manger. En particulier, il ne peut pas du tout les manger puisqu'il ne peut pas les emmagasiner pour demain. Et donc, c'est bienfaiteur qui fait des offrandes de nourriture pour les moines, alors que le moine a eu son repas. Donc, si le moine se cantonne aux règles, eh bien, les bienfaiteurs, dans cette situation, donc ils ne peuvent pas, en fait, accumuler du mérite en faisant ces offrandes de nourriture, n'est-ce pas? Et donc, pour éviter cela, pour donner l'opportunité aux bienfaiteurs de pouvoir offrir de la nourriture, eh bien, donc il y a cette règle de permettre à un moine, alors qu'il a eu son repas, eh bien, donc on dit en particulier de faire un rituel des restes, des offrandes de restes, on parle. C'est un rituel qui va permettre à des moines de pouvoir, s'ils reçoivent encore de la nourriture, de pouvoir partager entre eux ces offrandes de nourriture. C'est un point qui pose problème. Hein. C'est un point délicat. Donc pour éviter donc, cette situation délicate, il y a cette règle des deux doigts. Habituellement en Inde, vous savez, lorsqu'ils mangent avec les mains, les doigts, n'est-ce pas? On mange avec les doigts en Inde, notamment à l'époque, l'habitude est de manger avec les mains. Et donc, lorsqu'on parle de la règle des deux doigts, ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc, dans les détails, il y a certains doutes. Mais, tout de même, ce que l'on peut déduire des descriptions, lorsque on parle de deux doigts, en fait, c'est avec un doigt. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture, n'est-ce pas? Au minimum, il faut deux doigts, n'est-ce pas? Par exemple, entre le pouce et l'index, ou alors le pouce et le majeur, ou alors le pouce avec le quatrième doigt, l'annulaire. Donc il faut deux doigts pour prendre un peu de nourriture et manger, n'est-ce pas? Donc, habituellement, généralement, on prend tous les doigts pour faire comme une boule et on mange dans la tradition indienne. Donc lorsque l'on mange normalement ou lorsqu'il y a un repas de fête, donc c'est la façon de manger. Mais pour un moine, en fait, qui a déjà eu son repas de midi, donc même s'il y a cette règle de pouvoir accepter encore de la nourriture après, donc il y a quand même des règles, n'est-ce pas? Donc par exemple, donc cette règle, elle s'est fait de prendre juste un peu. Le moine a déjà mangé, donc c'est pour donner l'opportunité aux bienfaiteurs d'accumuler du mérite. Donc il va pouvoir encore manger, mais juste un petit peu, comme à la tibétaine, on dit juste par connexion interdépendante.
Donc avec beaucoup de minutie, avec précaution, le moine va être autorisé à manger, mais juste en prenant une petite quantité. Et donc dans ces circonstances-là, donc le fait de manger après avoir pris le repas de midi, c'est autorisé. Donc c'est ça, dans ce contexte-là, la règle des 2 doigts. Donc ça, c'est une façon d'interpréter. Alors le troisième point maintenant, le troisième des 10 inacceptables. Alors, le troisième point, c'est le fait de manger dans un autre lieu, par exemple un autre village. Donc là, elle est formulée différemment également entre la version pali et la version tibétaine. Donc, par exemple, si un moine a reçu de la nourriture dans un village, et ensuite il se rend dans un autre village et que là il reçoit de la nourriture, donc il est bienfaiteur, c'est d'autres bienfaiteurs qui viennent, c'est un autre endroit. Donc que ce soit dans un autre village ou alors sur le chemin, par exemple lorsqu'il doit regagner leur lieu solitaire dans les forêts par exemple. Oui, donc là, on parle donc voilà, lorsqu'on parle d'un autre village, c'est pas forcément de se rendre dans un autre village. Ça veut dire un moine reçoit dans un village, à un mot de la nourriture, et lorsqu'il va un peu s'éloigner de ce lieu, si sur le chemin il reçoit encore des offrandes de nourriture, est-ce qu'il peut consommer ou pas? Donc là, ce troisième point porte là-dessus. Une formulation un peu différente entre le texte tibétain et pali, description aussi un peu, mais dans les grandes lignes, c'est cette idée-là. Donc, ensuite, le quatrième point porte sur le fait que ce soit acceptable ou pas par rapport à la localisation, par rapport au lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle du droit par rapport au lieu? Alors, dans la version pali, donc on parle en fait, les communautés monastiques définissent comme un périmètre. Et la question, donc, dans un périmètre, est-ce que les moines peuvent se répartir dans différents endroits pour accomplir les rituels de Sojong au sein d'un même périmètre? Donc, par exemple, dans les sutras sur les règles mineures, il y a on parle de la permission par halala, le fait de dire halala comme le fait d'autoriser le fait ainsi de faire. Alors, donc, en dehors de la formulation, les règles sont vraiment les mêmes ici. C'est-à-dire dans la Pali, dans la version Pali, on parle de la règle du lieu. Dans la version tibétaine, on parle de la règle de halala. Donc, le nom est différent, mais c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire le fait de savoir si, au sein d'un même périmètre, les différentes communautés monastiques peuvent se séparer ou pas pour faire réaliser le rituel de Sojong. Donc dans la version tibétaine, l'autorisation elle est donnée par l'expression halala. Ou si on suit une traduction chinoise, on parle du fait de donner une autorisation verbalement. Quoi qu'il en soit, c'est la même signification. Donc, ici, par exemple, si on parle d'un périmètre qui est très grand, si on parle d'un très grand périmètre, là, donc on peut comprendre que certains moines, suivant où ils se trouvent dans ce périmètre, peuvent avoir du mal à se rassembler en un seul groupe. Et
Donc, le périmètre qui est défini va poser, donc suivant en fait la taille de ce périmètre, eh bien, cela va poser différentes difficultés ou non. Et au sein d'un périmètre, on parle, donc il y a des déterminations un peu techniques, on parle des moines qui sont, ou la sangha qui sont au sein un même périmètre, on parle de la sangha la manifeste ou locale, le terme technique c'est Samukibutta Sangha, et à l'opposé, la communauté qui viennent en dehors de ce périmètre, on va appeler techniquement Katuddisha Sangha, ou la Sangha des 4 directions. Donc on va déterminer une sangha qui est dite locale et qui a le devoir de se rassembler en un seul endroit pour faire les rituels de Sojong ou d'autres rituels. Et là, donc le point un peu sensible par rapport à cette règle, c'est que si au sein d'un même périmètre, pour des raisons diverses, différentes raisons, donc si c'est un grand périmètre, on comprend que c'est difficile de toujours se rassembler tous les mois dans un même endroit. Et donc on comprend cette souplesse qui est demandée pour pouvoir, au sein d'un grand périmètre, que différents groupes puissent se rassembler de façon distincte pour pouvoir accomplir les rituels de Sojong ainsi que tous les autres rituels d'usage. Donc le point est là. Mais cependant, le danger qu'il y a par rapport à cette souplesse, donc le fait que si les moines ne se rassemblent pas tous pour faire ces grands rituels comme Sojong, etc., le fait qu'on autorise ces petits groupes, cette isolation, il y a bien le risque donc de créer la division au sein de la Sangha, qui est une transgression grave. Le fait de créer la division dans la Sangha. Donc, ici, donc, donc ici dans ce point-là, donc c'est un point qui est sensible dans la mesure où vraiment donc à l'origine les règles sont clairement établies, comme quoi au sein d'un périmètre qui est défini, et bien tous les moines doivent se rassembler ensemble pour faire les pratiques de Sojong ainsi que les rituels d'usage. Et donc malgré le fait que ces règles soient clairement établies, notamment à l'époque du bouddhisme originel, alors le fait que par la suite il y a cette interrogation sur le fait que ça soit acceptable ou pas, de pouvoir un peu donc, assouplir les règles pour pouvoir réaliser des groupes différents. Donc le point est délicat parce que ça, d'un côté, on peut comprendre que ça soit pour des raisons pratiques, mais ça peut être aussi un signe de non-harmonie, de désaccord, ou donc il y a des prémices qui vont créer la division au sein de la Sangha, qui est quelque chose de vraiment grave. Le point suivant porte sur, on dit, la règle ou l'acceptabilité de la réjouissance. Alors là, même formulation en pali et en tibétain. Alors, que signifie cette règle de réjouissance? Alors, suivant la règle pali, si des membres de la Sangha
doivent faire des rituels séparément. Donc la question ici, c'est est-ce qu'on peut autoriser certains moines à ne pas se joindre au rituel d'usage où tous les moines sont censés être regroupés. Donc ici, la question, c'est est-ce qu'on peut demander une exception, une permission, une autorisation d'absence. Donc c'est là, ici, lorsqu'on parle de réjouissance, c'est-à-dire que c'est le fait que on accepte par la réjouissance, donc on donne l'accord ou la permission d'absence. Et donc là, la question ici porte notamment sur comment est-ce que ça peut être acceptable. Donc comment est-ce que on peut former cette demande d'absence, comment elle peut être acceptée. Et là, globalement, en fait, on est dans ce cinquième point, il pose les mêmes problèmes que le point précédent, lorsqu'on parle de la possibilité de faire sojong de façon séparément. Donc, fondamentalement, c'est le même problème. C'est le problème, donc, de pouvoir donner la permission ou pas de faire ces pratiques de façon à part. Et si cette autorisation est acceptable, comment, donc sous quelle forme en fait elle peut être acceptée? Donc ça, en fait, pour pouvoir voir comprendre cela, donc il faut voir le contexte. Si par exemple la sangha s'étend sur un très grand périmètre, on peut très bien comprendre que c'est difficile de rassembler tous les moines dans un grand périmètre, dans un même endroit. Le point suivant, le sixième porte sur les habitudes, l'acceptabilité des habitudes. Alors dans la version Pali, donc la formulation est un peu différente. Mais donc dans la version Pali, on parle de l'acceptabilité ou la légalité de l'habitude. Donc ici, ce qui est dit dans le Vinaya en Pali, c'est que on envisage l'acceptabilité ou la permission de pouvoir suivre les habitudes ou les usages de son Kempo ou de son instructeur du Dharma. Et là, donc, dans le Vinaya Pali, on dit est-ce que c'est permis ou pas? Eh bien, on dit que si ces habitudes elles sont en accord avec le Vinaya, c'est permis. Si ce n'est pas en accord avec le Vinaya, ce n'est pas permis. Donc le point principal ici, alors peu importe les habitudes qu'a le Kempo ou le maître du Dharma, l'instructeur du Dharma, si ces habitudes ne sont pas conformes au Vinaya, on ne peut pas les suivre. Si c'est en accord avec le Vinaya, on peut les suivre. Dans le traité des règles mineures du Mulasarvastivada, il est dit, par exemple, donc on aborde en particulier cette règle de pouvoir creuser la terre. Normalement, vous savez, dans les règles du Vinaya, on n'est pas autorisé, un moine pleinement ordonné n'est pas autorisé à creuser la terre. Donc c'est identifié carrément comme étant une transgression. Et par conséquent, donc même si autour du maître, certains ont cet usage donc, de creuser la terre ou de travailler la terre, même si c'est une habitude ou un usage, on ne peut pas suivre cela. C'est clairement à l'encontre du Vinaya. Alors ensuite,
ici, dans la formulation un peu différente, alors, donc par exemple, imaginons qu'un Khenpo, son instructeur de Dharma, avait l'habitude de creuser la terre. Donc par exemple pour des activités autour du monastère. Donc c'est des choses qui sont tout à fait, on va dire, envisageables. Le fait par exemple, de travailler la terre, etc., aux alentours du monastère. Donc, par exemple, nous, en tant que disciples, mon maître, il a eu cette habitude mon maître, mon Khenpo a eu l'habitude de creuser la terre autour du monastère. Alors, moi, je sais bien personnellement que c'est pas autorisé, mais est-ce comme mes maîtres ont cette habitude, est-ce que moi, j'ai le droit de le faire? Et donc, ça, c'est pour ça que vient cette discussion. Donc, d'une façon générale, il est quasiment très difficile d'accepter l'idée que l'on puisse suivre les habitudes de son maître, peu importe quelles soient ses habitudes. Donc ça, c'est le point est délicat. Et là, dans la version tibétaine, on creuse en particulier donc cette transgression par rapport à creuser la terre. Alors le 7e point, ça porte donc sur le lait, le fait de boire une certaine forme de lait. Donc, juste pour conclure le point d'avant, en fait, la difficulté, donc, c'est que il faut examiner chacune des habitudes. Donc, dans le texte en tibétain, on voit en particulier donc cette habitude de creuser la terre, mais ensuite, dès qu'on rentre dans les détails, le sujet est délicat. Et ici, pour revenir donc sur ce point de boire une certaine forme de lait, alors dans la version en pali, la question est est-ce que donc le fait de pouvoir boire une mixture entre le yaourt et le lait, est-ce que c'est autorisé? Donc, par exemple, dans certains vinayas, le fait de boire des boissons où il s'est mélangé du miel ou du sucre non raffiné, sans avoir fait le rituel des restes, est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé? Donc ce genre de questions sont abordées dans certains vinayas, ou est-ce qu'on peut voir une boisson qui a un mélange de yaourt et de lait? Alors notamment ces substances sont parlées parce qu'en particulier certaines sont identifiées comme étant des aliments qui ont des vertus médicinales. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces substances, normalement, on est supposé ne pas pouvoir les prendre après l'après-midi. Et donc la question c'est... et donc c'est ensuite il y a aussi par rapport au rituel des restes. Et en fait, dès qu'on creuse un peu le sujet, il y a des zones d'ombre, on va dire. Et donc la question se pose, est-ce que par exemple on peut consommer un mélange ou certaines boissons qui va mélanger des choses qui n'est donc pas vraiment de la nourriture, mais une boisson qui est quand même relativement riche.
Et notamment les moines de la région de Faisali, eux, ils avaient donc ce souhait d'avoir un peu cette liberté de pouvoir boire certaines boissons comme une eau qui est enrichie par du sucre non raffiné, etc. Euh, Ensuite, le point suivant, donc l'acceptité de Jalogi. Alors, Jalogi, en fait, on parle d'une boisson, on l'a évoqué la fois d'avant, la boisson Jalogi, c'est une boisson qui est presque alcoolisée, on va dire. Donc ça vient d'une plante qui produit une substance. Donc là, en fait, le point, c'est qu'on parle d'une boisson qui n'est pas totalement alcoolisée. Complètement fermentée, pas complètement alcoolisée. Donc ça, est-ce que, par exemple, ou d'une boisson alcoolisée, mais qu'on va diluer avec de l'eau. Donc là, le point porte là-dessus. Donc par exemple, dans le Vinaya en Pali, on parle de boissons qui ont donc donc certains noms techniques, mais l'idée ici sont des boissons qui sont pas fermentées, mais tout de même pas vraiment neutres. Et donc dans d'autres versions du Vinaya également, donc on aborde avec différentes autres boissons, etc. Et donc on parle de ce genre de boissons. Et dans les sujets mineurs du Mulasarvasivada, on dit que ce n'est pas autorisé pour les personnes malades, même pour les personnes malades, de boire une eau alcoolisée. Donc donc on voit ici trois interprétations. Mais globalement, ça porte sur des boissons qui ne sont pas complètement alcoolisées. Donc ces boissons qui, si on laisse le temps de fermenter, ou vont devenir de l'alcool, mais qui ne sont pas encore véritablement de l'alcool, par exemple. Ou alors des substances qui sont alcoolisées, mais qu'on va diluer avec de l'eau pour les rendre pas vraiment alcooliques, pour que ce soit pas vraiment de l'alcool. Et là, en fait, par exemple, lorsque on se réfère aux chercheurs actuels sur ce sujet, donc ce qu'ils mettent en lumière, c'est que ce n'est pas en fait, par rapport au travers de ces questions, ce n'est pas tellement l'idée ici de pouvoir réformer tout cela. Ces sujets, en fait, le fait d'aborder ces sujets reflète plus, on va dire, un signe de relâchement par rapport aux pratiques du Dharma. Par exemple, dans certains médicaments tibétains, donc leur consommation, des fois, elle pose la question, est-ce que c'est un peu similaire ou comparable avec le fait d'absorber de l'alcool, etc. Alors le point suivant... Donc c'est le fait de faire les tapis de méditation, les formes de tissu sur lesquelles les moines s'assoient. Donc normalement, il y a des règles qui délimitent clairement la dimension de ces tapis de méditation, de ces tissus de méditation. Et là, la question qui se pose ici, c'est
Est-ce que on peut, par exemple, si ces tapis ne contiennent pas de bordure, de tissu de bordure, est-ce que ça peut dépasser les règles en termes de dimension, etc. Par exemple, dans le pali, la version en pali, comme la dimension, elle est fixée dans la 89e transgression. On parle par exemple, on dit la longueur, elle doit être de 2 doigts, du doigt du Bouddha, et ensuite la largeur elle doit être d'un doigt et demi. On parle en termes de mesure du doigt d'un Bouddha, et puis les bordures elles doivent être d'une longueur, d'une largeur de un doigt d'un Bouddha, et si ça jamais ça dépasse ces dimensions, eh bien le tapis doit être coupé pour être aux bonnes dimensions. Et donc là, ici, la question est si, par exemple, voilà, si dans certaines conditions, est-ce qu'on peut pas aller au-delà de ces dimensions? Le 10e point, savoir si c'est acceptable ou pas, c'est, donc comme on l'a évoqué, ça porte sur le fait de pouvoir recevoir de l'or ou de l'argent. Est-ce qu'un moine peut accepter de l'or ou accepter de l'argent? Alors, dans le Vinaya, donc il est enseigné que un moine ne peut pas accepter en offrande de l'or. Il ne peut pas ni accepter ni garder cela. Mais ensuite, alors que la société s'épanouissait, se développait matériellement, donc on peut facilement imaginer que pour certains moines ou certaines communautés, cela devenait difficile de pouvoir survivre sans argent. Notamment de nos jours, on peut comprendre facilement. Si on n'a aucune, on va dire, richesse monétaire, donc même en termes de survie, on peut comprendre que ça peut devenir difficile à partir d'un stade de développement de la société, à partir du moment où les échanges se font d'une certaine façon. Et là aussi, donc le point est plus ou moins délicat dans le sens où même dans le Vinaya, il est enseigné certains contextes ou certaines situations où l'or ou l'argent peut être en fait un bien qui est géré au sein de la Sangha dans certaines conditions. Mais là, ici, lorsque l'on parle d'accepter de l'or ou de l'argent, donc on est notamment dans la situation où, par exemple, la monnaie ou les échanges se font à partir du substance fait d'or ou d'argent. Donc, à partir du moment où on est dans ces situations-là, on comprend que ça peut être compliqué pour un moine de ne pas pouvoir recevoir d'offrande contenant de l'or ou de l'argent. Alors, ayant abordé ces 10 points, on va aborder donc l'étape suivante, comme montré sur la diapo, qui porte sur le résultat du conseil qui a été mis en place, notamment pour traiter ces 10 points inacceptables. Donc, comme on a évoqué la dernière fois, ce conseil, il a réuni 700 anciens moines, ou 700 arhats, on peut dire. Donc ces 10 points inacceptables, donc par exemple dans la plupart des Vinayas, on parle de ces points comme étant inacceptables, donc comme étant quelque chose qu'on ne peut pas assouplir.
Et notamment dans le Mula Sarvastivada traduit en tibétain, il est dit que l'ancien Yasha a interrogé l'ancien Sarvakamin. Le terme ancien désigne en fait donc soit un rat ou vraiment un ancêtre, un moine qui est confirmé, déconfirmé. Et là, donc sous forme de question, l'ancien Yasha a interrogé l'ancien Sarvakamin. Et pour répondre et expliquer en quoi donc les règles du Vinaya rendaient ces 10 points inacceptables. Et, donc là, dans ce Vinaya-là, donc point par point, ces 10 points inacceptables sont traités et expliqués pourquoi ils sont inacceptables. Donc les points importants, on va dire. En fait, tous ces 10 points ne sont pas des points fondamentaux. Il y en a juste quelques-uns qui sortent et qui sont eux vraiment très importants, comme le fait de pouvoir accepter de l'or ou de l'argent. Ou par exemple, le Cetrek pense sur le fait de pouvoir s'absenter ou pratiquer à part les rituels de Sojong et les autres grands rituels, etc. Donc il y a vraiment de ces 10 points inacceptables, il y en a quelques-uns qui sont vraiment sensibles et d'autres qui sont plutôt mineurs. Notamment donc par exemple de ces 10 points, le fait d'accepter de l'or ou de l'argent, cette règle de la réjouissance, de manger l'après-midi, l'autorisation au sein d'une limite à ne pas pratiquer en un seul endroit, et donc la règle commune qui est par rapport aux autres rituels. Donc ça, c'est vraiment des règles suivant qu'on les accepte ou pas, vont avoir une très grande influence sur le développement de la Sangha. Et, alors que les autres points, en fait, c'est vraiment on va dire des préceptes un peu mineurs qui n'ont pas un tel impact. Mais concernant les points qui ont beaucoup d'impact, là, on peut comprendre également que il y avait eu des moines qui s'opposaient au fait d'avoir des règles trop rigides sur ces points-là, parce qu'elles avaient une grande impact sur le développement de la communauté. Et notamment, donc, les moines qui étaient à Vaisali, donc les moines dits Vichy Puta, donc ils avaient rendu de ces 10 points inacceptables, ils avaient rendu ça à certains points acceptables, soi-disant en accord avec le Dharma. Mais néanmoins, comme on a évoqué dans la session d'avant, l'ancien Yasha, en voyant cela, il a dit que ces 10 points ne pouvaient pas être acceptables, qu'ils n'étaient pas en accord avec le Dharma. Et ça, c'était ce qui a été traité dans ce fameux conseil où se sont rassemblés jusqu'à 700 anciens. C'est ça, un moine qui faisait autorité. Et à la fin de ce conseil, en fait, vraiment le point, le résultat principal, crucial de ce rassemblement, c'est le fait d'avoir déterminé que ces 10 points étaient vraiment inacceptables, qu'on ne pouvait pas les rendre acceptables ou dire qu'ils étaient en accord avec le Dharma. Donc, malgré les différents de points de vue et différents usages qu'il y avait entre les communautés, tout au cours de ce qui était ressorti de ce rassemblement et de ce deuxième conseil, c'était vraiment que ces 10 points étaient inacceptables. Et donc la corbeille du Vinaya a été ainsi révisée ou mis à jour avec cette conclusion. En particulier, si on se réfère au Vinaya décrit dans le Mahasanghika, en fait, ce Vinaya, on le trouve uniquement traduit en chinois.
Et en fait, dans ce Vinaya de la tradition Mahasangika, on ne parle pas de ces 10 points dans ce conseil. Ces 10 points inacceptables ne sont pas mentionnés. En fait, il est dit que les 700 arhats qui se sont rassemblés lors de ce conseil traitaient en fait de 5 points qui pouvaient être acceptables. Mais il n'est pas mentionné du tout ces 6 points inacceptables. Et ici, donc, on parlait au contraire de 5 points qui pouvaient être acceptables, qui pouvaient être permis. Donc là, la question qui... Donc, les points sont... parce que les 5 points autorisés, donc, certains ressemblent un peu au... enfin... Donc là, j'ai pas besoin je pense, de donner de citer les citations. Mais néanmoins, donc, dans le détail, ça ne colle pas. Ces 5 points qui sont acceptables par rapport aux 10 points inacceptables, il y a assez de différence pour qu'on fasse la distinction entre les deux. Mais néanmoins, donc, ce qui est clair, malgré cette différence dans ces Vinayas, c'est que le point central porte sur le fait de pouvoir accepter de l'or ou de l'argent. Donc là, même dans le Mahasangika Vinaya, ce point est clairement mentionné, et il est clairement mentionné qu'il a été confirmé que ça ne pouvait pas être acceptable. Et un point qui est important aussi, c'est qu'il faut avoir à l'idée, c'est que parmi ces 700 anciens moines qui s'étaient rassemblés, la plupart étaient des disciples de Ananda. Et Ananda, si vous vous souvenez, il était favorable, il était vraiment porteur de cette volonté d'assouplir les règles mineures, de les ajuster. Notamment de les assouplir par rapport à ce qui était en place. Et puis aussi, comme on avait évoqué la fois d'avant, les anciens de Vaisali, donc qui, eux, apprécient une certaine indépendance, néanmoins étaient d'accord sur ces 10 points comme étant inacceptables. Et donc même à Vaisali, en fait, les moines qui faisaient autorité, les anciens, eux-mêmes avaient cette position conservatrice par rapport aux 10 points comme devant être inacceptables. Et par conséquent, en fait, ce sont juste, on va dire, certains jeunes moines qui, du fait que les anciens de Vaisali prenaient un peu qui étaient un peu en retrait en raison de leur indépendance, et bien eux, ces autres moines ont pris cette liberté d'assouplir les règles. Donc, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, on va rester là pour aujourd'hui.